Donc, il est directeur général adjoint chez Bouygues Télécom en charge de l'innovation et des services et ancien directeur des systèmes d'information. Il va nous parler avec toute sa science de comment on fait de l'innovation et des B-Box, 500 000 B-Box. Yves Cazot. Merci. Alors, on va poursuivre dans la métaphore du jardinage. Et effectivement, je vais vous livrer quelques réflexions sur l'innovation. Oui, ça va être utile. Hop, et ça marche. Génial. Livrer quelques réflexions qui décrivent finalement ce que je fais à Bouygues Télécom depuis 3 ans. J'étais effectivement DSI, puis depuis je m'occupe alors de plein de choses, des services, de l'innovation, du futur de Bouygues Télécom, comme en particulier le développement durable, et la transformation, comme par exemple le projet Lean de Bouygues Télécom. Et vous allez voir que tout ça, ça trace une route. Ce dont je vais vous parler, des choses qui sont déjà en action, des choses qui sont actées mais pas encore efficaces, parce qu'effectivement, comme ça a été dit plusieurs fois dans la matinée, tout ça, ça prend du temps, c'est des choses qu'on fait sur la durée. Et effectivement, j'ai bien aimé la remarque disant qu'il ne s'agit pas de lancer un service, il s'agit de faire vivre un service. Et donc, on est dans la même... Alors, je trouve le bon bouton. Non, c'est pas le bon. Non plus. Il n'y en a pas énormément, donc voilà. Alors, première idée, je vais partir sur des idées simples et à chaque fois, je vais vous donner une petite référence. Première idée importante, c'est que l'innovation, finalement, c'est avant tout l'adaptation. C'est la capacité d'écouter ce qui se passe. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Je vous ai mis le bouquin de Peters et Waterman, qui est un best-seller vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, dans lequel on trouve, enquête à l'appui, l'idée que ce qui distingue les entreprises innovantes, c'est-à-dire les entreprises qui ont un succès, ce n'est pas tellement les idées, c'est le fait qu'elles sont extrêmement efficaces dans l'adaptation au contexte. Et je le mets en parallèle avec quelque chose que j'ai appris en discutant avec un vieux venture capitaliste de la Silicon Valley qui spécialise dans les startups faisant du software, disant finalement, au bout de 20 ans, le bon critère, c'est absolument pas la qualité du premier logiciel qu'on nous montre, ça ne donne aucune indication, il y a 0 corrélation avec le succès de la startup, mais par contre, il y a 100% de corrélation avec la capacité à faire évoluer le software dès qu'on le met entre les mains de vrais clients. Donc vous voyez, c'est 2 fois la même idée exprimée autrement. L'important, c'est bien c'est l'amélioration continue, mais c'est surtout cette capacité à écouter ce qui se passe. Alors, quelle est la conséquence pratique qu'on en tire, nous, à Bouygues Télécom? C'est que dans le rôle d'animation de l'innovation, alors ça doit être un pointeur, voilà. Vous retrouvez sur le schéma 3 choses. La flèche du bas, c'est l'innovation pour tous, l'innovation pratique, l'amélioration continue des process. Je dirais tous les grands groupes ont un directeur d'innovation qui anime ça. Au milieu, vous trouvez la fonction principale qui est de préparer les services de demain de Bouygues Télécom. Donc, je dirais c'est quelque chose qui est propre aux télécoms. Et en haut, vous trouvez quelque chose qui est un peu plus original, mais qui est la conséquence directe. On se rend compte que pour que l'entreprise soit innovante, il faut qu'elle respire le milieu technologique dans lequel elle vit. Un opérateur telco, c'est une boîte de haute technologie. Et donc, une partie importante de notre effort, c'est finalement de la formation continue à partir de l'innovation technologique. Avec des showrooms, avec un lab qui ressemble un petit peu à celui qu'on a vu chez Nerali, avec des tas de choses finalement, avec ce qu'on appelle des animations de foire, c'est-à-dire on fait les grands comités de management et à la sortie on a des petits stands avec des battleurs qui montent des trucs pour justement qu'on soit dans ce flux continu d'adaptation à l'environnement. Alors je continue, c'était ça, ça marche. Alors je vais aller assez vite parce que finalement on est vraiment dans la suite du proverbe chinois. D'ailleurs moi j'ai découvert le proverbe chinois en lisant François Julien. Si vous ne connaissez pas François Julien, lisez son bouquin Conférence sur l'efficacité. Il y a un gros bouquin de 200 pages, un peu philosophique, mais il y a un petit bouquin de 90 pages fait pour les dirigeants du CAC 40. Vous êtes tous capables de le lire, ça se lit dans le train, c'est un vrai bonheur. Et l'idée principale, c'est l'opposition entre finalement ce avec quoi vous avez été éduqué sans vous en rendre compte, c'est la façon philosophie grecque de conception de l'action et de la stratégie. La philosophie grecque, elle est tournée vers la finalité, donc quand on fait des choses, on définit un but, puis on marche vers ce but. La stratégie chinoise, puisque François Julien est un philosophe spécialisé de la Chine, est une stratégie du potentiel de situation, en disant je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne fais pas de stratégie. Ma stratégie est d'être prêt. C'est l'art de la guerre, donc c'est quelque chose de très, très ancien. Je vais développer ma capacité à rebondir, à réagir, à profiter de l'opportunité. Alors ça s'applique
très bien en système d'information, c'est pas le but, mais en tant qu'ancien DSI, c'est un de mes dada. Ça s'applique beaucoup en fait à Bouygues Telecom de plein de façons. Donc en termes de système d'information, ça consiste par exemple à simplifier pour être capable de rebondir sur les opportunités suivantes, mais en termes d'architecture de service, ça signifie que notre objectif principal n'est pas de concevoir les services dont vous avez besoin, parce qu'en fait on ne les connaît pas et on considère que à quelques centaines chez Bouygues Telecom, on n'a aucune chance de faire aussi bien que les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de développeurs du monde web. Notre but, c'est de faire évoluer notre infrastructure de service pour être le plus agile possible et le plus ouvert possible. Une idée sur laquelle je vais revenir. Mais ça se traduit aussi dans l'organisation. Et on a la métaphore agricole, on l'a traduit dans notre organisation. On a dit finalement, le job du marketing, c'est de faire pousser les fleurs, et le job de la direction infrastructure de service, c'est de préparer le terrain. Et une fois qu'on a mis cette idée sur le papier, on s'est rendu compte qu'on avait une très bonne façon de travailler, on avait éliminé une partie des conflits précédents, quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors innover, c'est aller plus vite, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'avoir une idée, il s'agit d'avoir avant les autres, sinon c'est plus la peine. Et c'est pour ça que l'agilité est une vertu cardinale. Ce n'est pas par hasard que depuis 10 ans, il y a un salon par mois sur le thème de l'agilité, depuis le système d'information jusqu'à l'innovation. L'agilité, c'est à la fois de la rapidité dans la transmission d'informations, c'est quelque chose de très important, je vais y revenir. C'est de l'excellence opérationnelle. Alors je suis vraiment archi d'accord avec Asquith sur le fait que très souvent, les raisons pour lesquelles une innovation ne se transforme pas en service performant, c'est un problème d'excellence opérationnelle. Et puis, c'est aussi d'anticipation, parce que, et on est ramené à notre métaphore précédente, c'est du potentiel de situation. Une grande partie de l'agilité, ça s'anticipe. Alors, comment on fait ça? Il y a beaucoup de façons d'être agile. Nous, on travaille depuis, en fait, longtemps, maintenant, parce qu'on avance lentement, sur le fait de déployer du Lean. Alors, je vous ai mis la photo de mon héros favori, qui est Taishi Ohno, qui est l'inventeur du Lean chez Toyota. Alors, il y a beaucoup de choses dans le Lean, et puis normalement, si vous partez pas après, là, vous restez cet après-midi, vous allez avoir plein d'exposés sur le Lean, donc je vais pas déflorer le sujet. Juste vous donner quelques grandes idées. Il y a effectivement une idée importante qui est de optimiser le lead time, sur le from start to finish. Donc, ça va nous, effectivement, travailler dans la direction de l'agilité. Éliminer les gaspillages, en particulier les gaspillages de temps. Et là, on est quelque chose qui résonne pour les innovateurs dans les grandes entreprises. Le single piece flow, c'est-à-dire travailler du début à la fin en évitant les ruptures. Bon. Et ça consiste aussi à détailoriser, c'est-à-dire désegmenter la façon dont on travaille, quelque chose d'important sur lequel je vais revenir dans le slide suivant. Et puis, dernière idée qui est très profonde, une idée du Lean vraiment profonde, qui dit finalement, pour être réactif, pour être agile, il faut savoir réagir aux aléas, et pour ça, il faut simplifier. Moi, très personnellement, je trouve que c'est la plus grande idée du Lean, c'est le fait qu'on ne peut pas piloter un système complexe de manière rapide pour être efficace et réactif, il faut que ce soit simple. Alors, je reviens sur le taylorisme. Finalement, on parlait d'Henry Ford, et donc le XXe siècle est le siècle du management scientifique, avec le concept simple et très efficace du breakdown and specialize, c'est-à-dire pour être efficace, je coupe une activité, un processus, et je la spécialise. Et plus je coupe, plus les gens font la même chose de mieux en mieux, plus c'est efficace. Ça, c'est la théorie de Frederick Taylor. Et ce qui se passe dans le siècle dans lequel on est, c'est qu'on a des process plus complexes, on a surtout des défis plus complexes, et on a besoin de parler. Et l'idée simple du slide, c'est finalement cette approche du XXe siècle, ce taylorisme, il s'arrête avec la communication, c'est-à-dire que le breakdown and specialist devient sous-optimal dès qu'il faut parler. Or, si vous regardez l'entreprise dans laquelle on travaille, je pense que c'est vrai pour tout le monde dans la pièce, on passe notre temps à raconter ce qu'on fait, on a besoin de savoir ce que les gens ont fait avant nous pour comprendre, pour faire notre partie, et qu'une fois qu'on a fini de travailler, on va tout de suite expliquer à la personne qui va continuer pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, et effectivement, on n'est plus dans un monde à la chaîne de Ford. Alors, la conséquence la plus évidente pour moi, c'est que le 2.0, c'est vital pour l'entreprise. Pourquoi c'est vital? Parce qu'on a d'abord besoin d'améliorer le throughput. C'est-à-dire, on se dit finalement, pour lancer un service, au lieu de lancer une voiture, je vais lancer un service, la quantité de communication nécessaire, elle est assez énorme. Et malheureusement, c'est assez inévitable, donc on a besoin de techniques de communication plus efficaces. On a ensuite besoin que cette information, elle se propage plus vite. Et je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est un des intérêts des outils 2.0. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est totalement lié au sujet du talk. On a besoin de la compétence du savoir de tous. C'est aussi lié
avec cette idée qu'on attaque des sujets de plus en plus complexes. Donc, la capacité à concentrer en peu de personnes tous les savoirs nécessaires est quelque chose de plus en plus difficile. Donc, on a besoin, ça a été déjà bien exprimé dans la matinée, d'avoir une organisation, au sens auto-organisation, qui permette de profiter du savoir de tous les gens qui peuvent apporter leur contribution à l'édifice. Alors, je reviens sur quelque chose qui est du lean un peu déguisé, qui est que finalement, si je construis une organisation extrêmement optimisée dans laquelle il n'y a pas de marge de manœuvre, chacun vous avez des rôles bien définis, des mission statements, et vous avez juste les ressources qu'il vous faut pour accomplir votre travail. Donc dans ce monde-là, le moindre aléa produit des effets non proportionnels. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la théorie des files d'attente. C'est pour ça que c'est la partie geek des slides. Alors ça, c'est la première conséquence. Je résiste très mal aux aléas. Et deuxième conséquence, je suis sourd aux opportunités. Et ça, vous le savez autant que moi. Lorsque vous êtes charrette sur un projet, ce n'est pas le moment de venir vous demander de regarder un truc cool. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est effectivement la conséquence de la petite formule, là, qui est vraiment le modèle MM1 pour les spécialistes. Ça a été redécouvert empiriquement dans le Lean, et effectivement, c'est une des redécouvertes de Taishi Ohno. Et ça a été aussi validé empiriquement par les mêmes Peters et Waterman, qui ont dit finalement, quand on regarde les entreprises où ça dépote vraiment, eh ben c'est loosely coupled. Et loosely coupled, ça veut dire il y a du gras, il y a du jus, enfin c'est pas vraiment, il y a de la redondance, il y a effectivement les fameux 20% de Google. Les gens, ils ont un petit peu de temps pour s'intéresser aux questions que d'autres personnes de d'autres divisions leur posent. Parce que si c'est trop bien organisé, ça ne fonctionne pas. Alors cette notion de disponibilité, elle est fondamentale pour l'innovation collaborative, surtout j'en suis à 6.14, donc tout va bien. Parce que ça a été très bien expliqué par Xavier Boileau, l'innovation c'est l'affaire de tous, c'est un réseau qu'on anime. Et donc si on dit aux gens, félicitations, à partir de maintenant on est en réseau, mais vous avez le même plan de travail qu'avant, vous avez les mêmes deadlines, et ça sera le week-end ou à 3 h du matin que vous pourrez répondre aux questions de votre coach innovant, ça ne marche pas. Alors, vous avez vu, le titre a été modifié. J'avais d'abord écrit « La bonne idée est ailleurs », mais ça, c'est un peu une tarte à la crème. C'est avec ça qu'on introduit l'Open Innovation. C'est vrai, mais je voulais creuser un petit peu et dire finalement, ce qui est important, c'est pas qu'on va aller trouver la bonne idée d'ailleurs, c'est qu'on a besoin de s'exposer ailleurs pour faire naître la bonne idée. Et ça, c'est pas quelque chose d'original, c'est une idée vraiment profonde que je vais ici attribuer à Mark Granovetter, qui est quelqu'un qui a écrit un des papiers les plus lus dans tous les papiers scientifiques, dans les années 70, qui s'appelle la force des liens faibles. Alors, les liens faibles, ce sont les liens que vous avez avec les gens que vous voyez rarement. Par opposition aux liens forts, qui sont les liens que vous avez avec les gens que vous voyez souvent. Et Mark Granovetter s'est rendu compte que quand on a quelque chose de difficile à faire, alors typiquement vous avez été licencié, vous avez besoin de trouver un nouveau job, quelque chose de difficile, ce ne sont pas vos liens forts qui vous aident, ce sont vos liens faibles. Alors ça a été vraiment montré scientifiquement sur comment on trouve un nouveau job, mais ça a été depuis appliqué à plein d'autres sujets. Et la raison pour laquelle les liens faibles sont fondamentaux, c'est l'homophilie, c'est-à-dire que on a tendance à avoir dans nos liens forts, des gens comme nous. Les gens que vous voyez souvent, ils vous ressemblent. Ils ont les mêmes profils, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont le même job, ils sont sur le même plateau. Enfin, ils vous ressemblent. Or, pour sortir d'une situation de crise, il faut des gens qui ne vous ressemblent pas. Et l'intérêt des liens faibles, c'est d'aller chercher justement des gens qui ne vous ressemblent pas. Et heureusement, dans vos réseaux sociaux, vous avez 20 ou 30 personnes qui sont comme vous, puis heureusement, vous en avez 20 ou 30 qui ne sont pas comme vous, que vous voyez plus rarement. Mais c'est ceux-là dont vous avez besoin. Alors, ce n'est pas juste une règle de vie, c'est quelque chose d'utile pour l'entreprise. Parce que quand on veut innover, quand on veut ou sortir d'une crise d'ailleurs, on a besoin de faire la même chose dans l'entreprise, c'est-à-dire de créer ces liens faibles, de les favoriser, de décloisonner. Alors c'est pareil, c'est pas une idée originale, ça consiste, c'est la grande idée de décloisonner l'entreprise, parce que ça a été aussi prouvé depuis les travaux d'Allen. Dans l'entreprise, on parle aux gens qui sont sur le même bureau et dans la même division, c'est comme ça. Donc la question c'est comment fait-on pour faire aussi bien Google et profiter du talent de tous? Mais il faut des outils, alors je dis des outils, vous avez vu dans ma petite liste, il n'y a pas que des outils, c'est une question de culture, c'est une question de tradition, il y a plein de façons de favoriser les liens faibles, mais il y a aussi les outils. Alors, en termes d'Open Innovation, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On a d'abord des bureaux, un à San José et l'autre à Tokyo, donc ça nous aide, et on essaie de favoriser cette notion de participer à des communautés, puisque vous savez que l'Open Innovation, ça consiste à aller trouver les bonnes idées ailleurs, mais si vous y allez en touriste, en n'ayant pas quelque chose à donner, ça ne marche pas très bien. L'Open Innovation, ça fonctionne comme le troc, et pour aller dans une communauté, il faut participer. Alors ça a plein de conséquences, ça change la culture, ça demande d'avoir du gras, c'est les fameux 20% d'avant, parce que sinon
on aura du mal à partager. Mais le mot clé à retenir, c'est le mot de partage pour faire fonctionner tout ça. Alors, je continue sur un petit peu, finalement, quel est mon job. Mon job, principalement, c'est de rendre l'infrastructure de service de Bouygues Telecom ouvert à l'innovation logicielle qui vient d'ailleurs. Alors, c'est évident avec le monde d'iPhone, mais c'était déjà le cas avant. Vous voyez, nous, on a pris une licence iMode chez Docomo en 2001, et c'était déjà le même modèle. Ça sera vrai demain, hein, avec le bon écosystème de widgets IPTV qu'on cherche à faire apparaître, ou le bon écosystème d'applications domotiques pour vos maisons connectées de demain. Tout ça, c'est un petit peu le même pattern. C'est-à-dire on a besoin de repérer, de dire quels vont être les bons écosystèmes applicatifs. Alors, ce qui fait un bon système applicatif, c'est la partie geek qui est dans la salle, pour ceux qui sont là, qui ne sont pas dans les autres sessions, sont les développeurs qui sont attirés par un ensemble de choses. La puissance de la plateforme. Et quand on fait, pour ceux qui étaient dans la Silicon Valley en 2007, quand l'iPhone est arrivé, il y avait vraiment le cool factor de la plateforme qui était fondamental. L'interface de programmation, les SDK et tout le truc, ça, si c'est pas là, ça peut pas marcher. Le business model, et puis la base installée. Et tout ça forme un délicieux cercle vertueux ou vicieux qui est que pour qu'il y ait des développeurs, il faut qu'il y ait une base installée. Pour qu'il y ait une base installée, il faut que le client soit content. Et pour ça, il faut qu'il y ait des applications. Alors, ce truc-là, il est intéressant à comprendre. C'est pour ça que dans les références de la slide, je vous ai mis mon petit papier, un bouquin très marrant de systémique. Parce que bien comprendre, bien faire son métier de technologiste, pour reprendre le terme de ce matin, ça consiste à faire des paris, à analyser ces systèmes et de temps en temps choisir d'aller participer à la construction ou au contraire se retirer prudemment parce que finalement il y a des pièces manquantes dans le dispositif. Alors, qu'est-ce que je posais comme exemple ou comme application pratique chez nous? Bon, la première, je me répète un peu, c'est qu'effectivement, on doit, dès qu'on fait des paris, ouvrir. Donc à un moment, on va se dire, tiens, aujourd'hui, on fait des widgets sur les télés. Pour tous ceux qui ont une télé connectée à la maison, Sony, Panasonic, vous avez vu que vous avez des widgets, la masse critique n'a pas encore eu lieu. Donc il n'y a pas un standard, il y a des tas de standards. Et si vous trouvez que c'est génial, venez me voir à la sortie parce que vous êtes un unique parmi tous nos clients. Pour l'instant, les gens ne se servent pas des widgets. Justement, comme la masse critique n'a pas encore pris, il n'y a pas un App Store des widgets. Donc, une de nos obsessions, c'est de se dire il faut être prêt pour que, peut-être que dès que Google TV va marcher, on suive. Alors, faire des paris, ça consiste par exemple à faire ce qu'on a fait avec iMode, mais ça consiste aussi à sortir. On est sorti de iMode, on a pris la décision en 2006, au moment où ça marchait merveilleusement bien. On avait un avantage compétitif, nos clients étaient ravis, ils consommaient du service, ça augmentait l'ARPU, enfin, tous les indicateurs, les KPI marketing étaient au vert, mais on a regardé notre écosystème, on s'est dit la masse critique de nombre de terminaux en Europe n'a pas été atteinte. Conclusion, ça pèse pas lourd pour un Samsung ou un LG. Conclusion, tôt ou tard, les terminaux iMode ne seront pas aussi bons que les autres, et à ce moment-là, on va violer la première règle, le cool factor ne sera plus là. Et on est décidé de progressivement se désinvestir. Donc la systémique fait partie de l'innovation, c'est ça le message. Alors, une des grandes idées de l'innovation, c'est que finalement, innover, c'est tisser des liens, c'est trouver des trucs qui existent déjà, réutiliser, partager. Mais on sait, alors surtout quand on a fait de l'informatique, que les trucs réutilisables, j'ai mis les artefacts, mais les programmes réutilisables, les présentations réutilisables et ceux que vous voulez réutilisables, ça coûte cher. Alors c'est connu en informatique, faire du logiciel réutilisable, ça coûte plus cher. Faire un web service réutilisable, ça coûte plus cher que d'en faire un juste pour soi. Et c'est vrai pour les présentations, faire un PowerPoint que je puisse passer à d'autres orateurs qui puissent facilement réutiliser, il doit être plus soigné, c'est un petit peu plus compliqué. Faire un billet de blog qui est quelque chose qui contribue et sur lequel d'autres gens vont rebondir, ça prend plus de temps que juste se lâcher, se mettre devant le clavier et faire un petit coup d'ego trip. Alors, pour réutiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de solution simple, parce que ce que j'écris là, donc moi dans ma vie, j'ai d'abord fait du développement logiciel avant de faire du SI, puis du SI, et quand j'avais ma foi 25 ans de moins, des slides comme ça existait déjà en disant écrire des programmes réutilisables, c'est cher et c'est compliqué, et je n'ai pas la solution miracle. Mais déjà, on voit que pour pas réutiliser, il faut partager, il faut savoir ce qu'il y a à réutiliser. Alors, une des autres bonnes idées du Lean, c'est la stigmergie, c'est le fait de faire ce qu'on appelle le management visuel quand on est un consultant, ou tout simplement le fait d'utiliser les murs.
Utiliser les murs pour faire savoir ce qui existe, ce qui est disponible, ce qu'on a inventé. Quelque chose qui marche extrêmement bien. Et en plus, ça donne au lieu dans lequel on est une dimension significative. Donc ça permet de devenir intelligent en marchant, ce qui est très, très agréable, ce qui est reposant. Deuxièmement, le mot de gouvernance, qui est souvent, alors pour tous ceux qui font de l'informatique dans la salle, devient un peu un gros mot, quelque chose d'un peu conceptuel. Moi, mon message, c'est qu'on ne peut pas travailler, mutualiser, collaborer sans gouvernance, c'est-à-dire sans avoir des règles pour partager des artefacts. Voilà, on a l'efficacité du SOA, là je m'égare un peu, mais ça consiste à réutiliser et à mutualiser. Et la réutilisation et la mutualisation, ça se fait en partageant, et il faut donc des règles pour le faire. Alors, je vous ai remis ici une de mes citations favorites de Bernard Charles, qui est le DG de Dassault, qui a dit ça, l'un des forums Net Explorateur. Il a dit finalement collaborer, ça ne consiste pas à partager ce qu'on sait, ça consiste à partager ce qu'on ne sait pas. Alors je vous laisse méditer là-dessus, c'est très très profond. Si on collabore en poussant ce qu'on sait, ça fait un monde, alors surtout quand il y a des geeks, où tout le monde pousse à tout le monde plein d'infos et on est rapidement submergé. La collaboration démarre au moment où les gens commencent à dire mais non, moi j'ai un problème là-dessus, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et les outils 2.0 sont merveilleusement adaptés pour faire ça, 3 points de suspension, du moment que la culture y est favorable. Et la culture est le point principal. Pourquoi? Parce que s'exposer, dire tiens, j'arrive pas à résoudre ça, c'est prendre un risque. Surtout dans une entreprise, alors là, je vais pouvoir parler de la nôtre, nous, la culture Bouygues, c'est une culture d'entrepreneurs, une culture de gens qui foncent, qui avancent. Donc on a des tas de qualités, mais celle de reconnaître qu'on est un gros nul et qu'on s'est planté, ça ne fait pas partie de nos qualités. Et donc là, pour l'instant, on déploie beaucoup de 2.0, mais tant qu'on n'a pas avancé sur la culture, je regarde les statuts, les microblogging d'entreprise, je compterai le jour où je noterai le jour où je verrai quelqu'un m'expliquer qu'il est complètement planté sur un sujet. Voilà, ça tombe bien, c'est la dernière slide, c'est le 0. Donc, qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai parlé de lignes, de méthodes, de création de services. Et le message principal, c'est que tout ça, ce n'est pas incompatible. Au contraire, finalement, pour être excellent dans l'innovation, puisque l'objectif, ce n'est pas juste d'innover, c'est d'être excellent, c'est-à-dire vraiment le plus efficace, meilleur que les autres, il faut de la méthode. Alors, on l'a appliqué, je vais terminer là-dessus, on l'a appliqué justement en termes de méthode de créativité. Suite aussi à différents benchmarking, on a investi assez fortement pour qu'une petite équipe de gens qui animent les séances de créativité se mettent à maîtriser des tas de méthodes. Alors, je vous ai mis les chapeaux de Bono et la Theory of Constraint, mais il y en a beaucoup d'autres, pour en faire des vrais professionnels de la créativité. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on a un cercle vertueux à construire. Le risque quand vous avez quelqu'un qui est un spécialiste du brainstorming, c'est qu'on le prenne pour un gentil animateur, une sorte de quelqu'un qui aurait dû être au Club Med. Non, il est à Bouygues Télécom, il anime des brainstorming. Si on est capable de lui apporter les outils pour que son professionnalisme soit évident, alors le cercle vertueux se met en route. C'est-à-dire que on dit, ah oui, finalement, ils savent faire quelque chose de mieux, quelque chose de différent, ils apportent quelque chose. On les utilise plus, et plus on en fait, plus on devient bon. Et là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait ça, et on est dans la partie très agréable, où l'équipe d'innovateurs, ou je dirais l'équipe de spécialistes en créativité, maintenant est totalement reconnue en entreprise, et crée vraiment de la valeur. Voilà, donc je vais conclure. Conclusion, vous l'avez entendu, c'est que tout ça, le lean, l'innovation et l'agilité et le 2.0 sont liés.